Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Abdourahmane Diouf. C'est le directeur de l'Agence africaine pour le commerce et le développement. Monsieur Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le 1er janvier, la ZLECA entre en vigueur en Afrique. D'abord, pour les profanes que nous sommes, c'est quoi la ZLECA? Merci M. Diop, c'est un plaisir de revenir vous voir ici dans votre chaîne de télé, très intéressante, très suivie. Merci. Alors la ZLECA, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est une zone de libre-échange, comme nous l'appelons en droit international économique. Il faut savoir que dans les échanges mondiaux, il y a une organisation suprême qui est connue, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Tous nos pays y sont membres à titre individuel et cette organisation régit la libéralisation du commerce. Maintenant, cette organisation mondiale prévoit ce qu'on appelle des dérogations, des flexibilités. Dans une région quelconque du monde, des pays peuvent se regrouper pour dire on n'est pas dans la libéralisation intégrale, on aimerait nous donner des avantages commerciaux entre nous-mêmes. Et c'est ce que les pays africains sont en train de faire. On en a déjà connu sur le continent, parce que la CEDEAO, par exemple, a été une zone de libre-échange avant d'être une union douanière. L'UEMOA est une union douanière. Et quand on est dans ce genre de structure, ça veut dire qu'on n'est plus dans la libéralisation intégrale du commerce. On est dans une libéralisation proportionnée, ordonnée, où on se donne des avantages entre soi-même. Donc, dans la zone de libre-échange continentale qui concerne tous les pays africains, pour la première fois, on a l'ensemble de l'Afrique qui est constitué en un bloc monolithique, où on a des dérogations par rapport au commerce qu'on peut faire aux autres et on peut se donner entre nous tous les avantages sans les donner aux autres. Oui. C'est une révolution du point de vue des négociations commerciales et je pense que c'est une nouvelle rampe de lancement qui permettra à nos pays d'être un peu plus présents dans les négociations commerciales internationales. Quels sont les enjeux pour le Sénégal? Alors, le Sénégal est un pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est membre individuel de l'OMC. Il y a pris des engagements. Mais le Sénégal, à l'OMC, ne pèse pas très lourd. Le Sénégal est en même temps membre de la CEDEAO, donc la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue, le Sénégal renonce à une partie de sa souveraineté commerciale. Parce que quand on est dans la CEDEAO, qui a un tarif extérieur commun, cela veut dire que le Sénégal peut réguler son commerce, ses importations et ses exportations, mais toujours en tenant compte des règles communautaires qui sont mises en place par la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la zone de libre-échange, ce n'est plus le Sénégal qui intervient individuellement, mais c'est la CEDEAO qui va entrer en commerce avec les autres blocs régionaux à travers le monde. Donc ici, le premier enjeu pour le Sénégal, c'est de comprendre qu'on n'est plus dans un marché national étroit, mais non, on est dans un marché communautaire. Cela veut dire, et on va y revenir peut-être tout à l'heure, que le secteur privé sénégalais qui produit et qui va aller à l'assaut des marchés doit commencer à réfléchir en termes de chaîne de valeur, doit commencer à réfléchir en termes de production communautaire et doit commencer à réfléchir en termes de marché régional. Donc, toutes les productions qu'on a actuellement au Sénégal peuvent avoir un marché nouveau. Si aujourd'hui on fait l'évaluation du commerce extérieur au Sénégal, vous voyez la nomenclature de notre clientèle, et elle est assez surprenante. Par exemple, le Sénégal vend d'abord à qui? On a tendance à dire le Mali. Le Mali, c'est le 3e client du Sénégal. C'est la Suisse qui est la première destination des exportations du Sénégal. Et après, il y a l'Inde, après, il y a le Mali, après, il y a l'Australie, la lointaine Australie, et en fin de compte, il y a la Gambie. Donc ça veut dire que nous commerçons plus avec des nations étrangères éloignées qu'avec les nations qui nous sont limitrophes. Cela veut dire que donc tous les produits africains existants, tous les produits sénégalais du moins existants, peuvent être retravaillés, redesignés pour aller à l'assaut du marché de l'Afrique de l'Ouest et au marché continental. Donc c'est énormément de perspectives qui s'ouvrent pour le secteur privé, qui avait un marché étroit de 15 millions de Sénégalais, un marché ouest-africain avec le Nigeria qui était à 300 millions et maintenant un marché de 1,2 milliard. Donc toutes les petites justifications qu'on pouvait avoir en termes de débouchés qui faisaient qu'on ne faisait pas beaucoup d'investissements dans la production, ces justifications ne tiennent plus parce qu'on a un marché qui est opérationnel, qui est disponible où nous pouvons exporter en franchise de droits de douane et sans quota. Mais le Sénégal produit peu.
il y a beaucoup de ressources sénégalaises qui sont des ressources brutes, qui sont exportées de façon brute, qui ne sont pas transformées sur place. Exactement. Et que ce n'est pas une perte d'emploi encore, que le Énormément. Sénégal risque de réexporter en Afrique. C'est un problème structurel qui dure depuis longtemps. Il faut savoir que nous avons une économie qui a été draftée par les colons, qui voulaient que le Sénégal fasse de l'arachide, là où par exemple le Bénin va faire du coton, ou là où la Côte d'Ivoire va faire du cacao. C'est ce qu'on appelle la règle de la progressivité des droits de douane. Si vous exportez de façon brute vos produits, vous ne payez pas de droits de douane. C'était une économie coloniale basée sur les intérêts du colon. Malheureusement, 60 ans après les indépendances, nous n'avons pas pu nous réinventer. Mais il est temps maintenant que l'on transforme nos produits et cela doit relever d'une politique étatique. C'est à l'État de dire si je voudrais exporter plus ou importer moins. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on a un déficit commercial qui est autour de 151 milliards de dollars. Nous exportons beaucoup, autour de 138 milliards, mais nous importons plus autour de 289. Ça veut dire qu'il y a 151 milliards qui flottent quelque part, qui pourraient être récupérés par le gouvernement sénégalais si nos entreprises étaient dans la logique de la transformation. Et c'est là où il ne faut pas être fataliste. La ZLECAf nous permettra de prendre conscience de cela, parce que même si le marché européen, américain, australien, asiatique peut être différent, mais les productions que nous faisons par nous-mêmes, avec des normes africaines, c'est ça qui est intéressant. Avec la ZLECAf, nous aurons des mesures sanitaires et phytosanitaires, par exemple, qui sont africaines. Nous pouvons les atteindre sans aucune difficulté. Tout ce qui était obstacle technique au commerce sera enlevé. Tout ce qui est droit de douane sera enlevé. C'est plus facile, par exemple, d'aller vendre la mangue au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte, que d'aller vendre cette mangue en Europe, où on va vous demander de respecter un certain nombre de mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc, contrairement à ceux qui disent que la ZLECAf vient un peu trop tôt, parce que notre économie n'est pas suffisamment orientée vers la transformation, je dis qu'il faut faire la réflexion inverse. Il faut considérer que nous sommes en retard du point de vue de la transformation, mais que l'ouverture de ce marché de 1,2 milliard nous donne des perspectives d'accès au marché. Et cette perspective d'accès au marché doit nous amener à transformer notre économie et à réfléchir encore une fois au niveau des différents ministères existants sur la façon dont nous devons transformer les produits sur place. Et là, il y a une question importante, si vous permettez, c'est toute la problématique qui est liée à la taxe à l'exportation. La taxe à l'exportation, c'est une forme d'impôt, de taxe qu'on met quand vous exportez. Ça peut paraître contradictoire parce que normalement, quand on encourage les exportations, on ne doit pas y mettre des droits de douane ou des taxes supplémentaires. Mais quand on les met, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pays commence à avoir l'ambition de dissuader ceux qui vendent les produits à l'étranger, parce que la taxe va les dissuader de garder les produits sur place et de les transformer. Le Sénégal le fait de temps en temps avec un certain nombre de produits. Je pense qu'on doit être un peu plus ambitieux pour que la plupart de nos produits bruts soient transformés, soient mis dans une chaîne de valeur régionale et puissent être exportés un peu partout sur les 55 pays du continent. Mais est-ce que les accords signés entre le Sénégal et l'Union européenne par rapport aux importations ne risquent pas de contrarier la ZLECA du moment que ces produits sont subventionnés, ils sont moins chers, ils peuvent concurrencer les produits sénégalais? Exactement, il y a le problème de la subvention. La plupart des produits européens sont subventionnés, ce qui fait que même en payant des droits de douane, même en payant le transport avec tous les coûts de logistique, c'est donc des produits qui arrivent dans nos pays un peu moins chers que la production locale. C'est un problème qui existe depuis longtemps, qu'on a essayé de solutionner dans les négociations sur les accords de partenariat économique, mais on n'est pas allé au bout de la logique. Aujourd'hui, il n'y a aucune disposition dans cet accord de partenariat économique, par exemple, qui va être le cadre juridique légal de nos relations commerciales avec l'Union européenne. Il n'y a rien qui interdit de façon explicite ces importations, ces subventions du moins. Maintenant, là où ça devient intéressant, et c'est un point de vue sur lequel les experts devraient réfléchir, les gouvernements devraient réfléchir, toute la structure qu'on est en train de mettre en place au niveau de la CEDEAO, en disant nous sommes une union douanière, nous sommes une région commerciale. Toute la ZLECAf, la zone de libre-échange continental qui fait la fierté des Africains parce que nous pouvons commercer entre nous, tout cela sera remis en cause par une disposition qu'on a mise dans nos relations, non pas seulement avec la France, mais avec l'Union européenne. Quand on a négocié avec l'Union européenne, ils ont mené un combat d'avant-garde et ils y ont mis une disposition qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, la mutualisation. Il faut savoir qu'en droit international économique, on dit que pour que le commerce puisse se libéraliser de façon optimale, il faudrait que tous les avantages donnés aux différents partenaires commerciaux soient les mêmes, pourvu, mais on oublie de le dire, pourvu que ces partenaires commerciaux soient dans la même catégorie de développement. Donc aujourd'hui,
le bloc de la ZLECAf, le bloc de la CEDEAO, le bloc des pays africains est considéré comme un bloc de pays en développement. Et les pays en développement peuvent se donner des avantages entre eux sans donner ces mêmes avantages à l'Union européenne. Mais en introduisant ce principe de mutualisation dans l'accord de partenariat économique, l'Union européenne devient un cheval de Troie qui entre dans nos régions par les petites portes. Ce qui fait qu'il y a deux problèmes. Aujourd'hui, il faut enlever cette disposition de la mutualisation qu'on a dans l'APE pour que l'Union européenne, qui est un bloc de pays développés, n'entre pas dans notre marché en franchise de droits de douane. Mais il faut aussi que les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Ghana, qui ont signé ce qu'on appelle des accords de partenariat économique intérimaire, puissent les arrêter parce qu'autrement, les marchandises de l'Union européenne vont entrer dans ces pays par la petite porte et être en libre pratique, en libre circulation dans nos différents pays. Donc l'un dans l'autre, nous avons mis en place un bloc commercial régional qui suscite beaucoup d'espoir, mais avec l'Union européenne qui mène un combat d'avant-garde, qui est le cheval de Troie, qui a mis une disposition que nous devrions récuser pour que la ZLECAf donne les résultats escomptés. Ce n'est pas trop tard, parce que les accords de partenariat économique régionaux ne sont pas encore entrés en vigueur. On a la possibilité de les renégocier. Et surtout, on a une excellente opportunité de la renégocier parce que toute l'offre d'accès au marché que l'Union européenne avait faite à nos pays et qui avait été acceptée, l'avait fait dans le contexte d'une Grande-Bretagne encore dans l'Union européenne. Oui. Donc si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ça veut dire que toute la proposition qui a été faite par l'Union européenne a été amendée, a été revue à la baisse. Les experts nous font comprendre que la taille de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est plus ou moins la taille du Ghana dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, si l'offre européenne est amputée de cette partie économique importante, c'est déjà en droit international économique un prétexte pour réviser. Donc, tous nos États, nos gouvernants qui avaient signé l'apport de partenariat économique avec un certain nombre de maladresses, il faut bien le dire, et qui ont vocation à aller vers une intégration régionale africaine avec la zone de libre-échange continentale, doivent savoir qu'ils n'ont pas été cohérents dans les engagements qu'ils ont pris dans l'un et l'autre accord. Et pour que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, puisse fonctionner de façon optimale, il faut réviser l'accord de partenariat économique. Donc sinon, tout ça va servir à rien. C'est une grande porte d'opportunité pour remettre en cause tous ces accords. Totalement. Il faut renégocier cet accord de partenariat économique en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui a été signé en 2014. Actuellement, tous les pays n'ont pas ratifié. Le Nigeria, par exemple, n'a pas ratifié. C'est pour cela que ce n'est pas entré en vigueur. Le contexte a changé. Ça fait 6 ans qu'on l'a signé. La Grande-Bretagne n'y est pas. Je pense que c'est une excellente opportunité stratégique africaine pour dire à l'Europe, on renégocie, et dans la renégociation, on ressort toutes les petites scories qui font que l'accord n'est pas aussi optimal qu'on voudrait l'atteindre. Il y a aussi une inquiétude que des produits soient importés, soient emballés africains, alors qu'ils ne sont pas de produits fabriqués en Afrique et qu'on puisse les disséminer dans la ZLECA. Alors, c'est la problématique des règles d'origine qui est particulièrement importante dans une zone de libre-échange. Quand on est dans une union douanière comme la CEDEAO ou l'UEMOA ou la CEMAC, la problématique des règles d'origine n'est pas très importante. Parce que dans une union douanière, on accepte la libre circulation de tous les produits, de toutes les marchandises, que ce soit les marchandises originaires de la zone ou les marchandises extérieures. Parce que quand les marchandises Union européenne viennent, par exemple, dans l'union douanière de la CEDEAO en payant un tarif extérieur commun, avec ce tarif extérieur commun, la marchandise prend le passeport de l'Afrique de l'Ouest et est en libre circulation partout. Par contre, dans la zone de libre-échange, il n'y a que les marchandises originaires des 55 pays africains, 54 pour le moment, qui sont concernés. Donc aujourd'hui, la France ou n'importe quel pays européen peut aller dans un pays africain y installer soit une succursale, soit une société de droit local, mais avec un capital étranger, européen. Donc prendre la nationalité, entre guillemets, d'une entreprise africaine et faire écouler des marchandises qui ne sont pas des marchandises africaines. C'est pourquoi il y a une annexe particulièrement importante sur la ZLECAf, sur les règles d'origine, qui fait qu'on doit, pièce par pièce, contrôler les différents intrants qui permettent de constituer un produit. Et si ces intrants sont majoritairement en dehors du continent africain, on ne les considère pas comme des produits africains, ce sont des produits qui doivent être taxés, imposés, et ce ne sont pas des produits qui sont en libre circulation dans la zone de libre-échange continentale. Souvent, la grande difficulté des pays africains, c'est les négociations commerciales, c'est les accords juridiques qui sont signés. Tout à fait. En général, les experts européens sont beaucoup plus outillés que les experts africains. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ces négociations soient faites d'égal à égal? Alors, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, vous venez de le dire, c'est qu'on ne fait pas souvent très attention aux accords
que nous signons. Et ce n'est pas propre au Sénégal, c'est valable pour tous les pays africains. Moi, à l'époque, quand je faisais mes recherches, par exemple, sur ces accords commerciaux, je me suis rendu compte que dans ce qu'on appelle l'Uruguay Round, qui est à la base de l'OMC actuellement, qui a duré de 86 à 94, 8 ans, je suis tombé que sur un seul petit papier africain qui faisait 1 page et demie, qui avait été à l'époque produit par le Gabon pour protéger ses produits tropicaux. Donc l'Afrique n'était pas du tout présente. Bon, ça c'est vraiment le côté négatif. Maintenant, le côté positif, c'est que depuis que je travaille sur ces questions, je me rends compte que les Africains maîtrisent mieux les enjeux maintenant. L'Africain qui négocie actuellement en 2021, ce n'est plus l'Africain qui négociait dans les années 90. C'est ça qui fait que les négociations des accords de partenariat économique ont traîné en longueur parce que les Africains étaient devenus plus experts et plus conscients des problématiques. Si ces APE-là avaient été négociés 25 ans ou 30 ans derrière, on les aurait signés en 1 semaine et on ne saurait pas ce qu'on avait signé. C'est ce qui est arrivé avec les accords de l'OMC. C'est pour ça que je dis toujours qu'à l'OMC, nous faisons des négociations à rebours. Ça veut dire que nous avons signé et au moment où nous avons commencé à appliquer ces accords, nous nous sommes rendus compte que ces accords n'étaient pas conformes à nos intérêts. Et nous sommes retournés en arrière à rebours pour les renégocier. Aujourd'hui, la situation est simple. En matière commerciale, sans pour autant qu'il y en ait une tonne, il y a beaucoup d'Africains qui sont des experts. Et là, je voudrais insister sur un point, non pas pour prêcher pour la chapelle du juriste que je suis, mais pour rappeler à nos autorités que tous les accords sont par définition des accords juridiques à la base. Même si vous faites une négociation sur un accord qui concerne la reproduction des abeilles, c'est un accord et un accord, c'est du droit. Donc, aller à une négociation sur le pétrole, sur le gaz, sur le commerce, sur tout autre produit, sans pour autant avoir une armée de juristes derrière pour travailler sur la formulation, les virgules, des juristes qui sont des spécialistes de la légistique, donc la façon dont il faut écrire les accords. Si on n'a pas cette conscience-là, tous les accords que nous ferons se retourneront contre nous parce que nous n'avons pas l'expertise nécessaire. Il y a la question du nombre, c'est vrai. Les Français viennent en nombre, les Américains viennent en nombre, les Japonais encore plus, mais je pense qu'on commence à avoir une masse critique. Ce qui reste maintenant, c'est que notre administration devienne une administration de développement sous l'égide des hommes politiques qui nous dirigent et qu'ils comprennent, et ça je le préconise depuis longtemps, qu'il y ait une armée, et le mot n'est pas trop fort, une armée de juristes sénégalais, africains, qui accompagnent toutes les négociations des fonctionnaires qui vont dans toutes les négociations dans les enceintes. Autrement, nous continuerons d'être floués. Récemment, j'avais donné un exemple sur la loi sur le contenu local au Sénégal. À la base, c'est une loi dont il faut se réjouir parce que le gouvernement sénégalais a compris qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forts, comme par exemple aller en haute mer pour explorer du pétrole. Les entreprises sénégalaises ne peuvent pas le faire. Mais après qu'on ait exploré le pétrole, il y a quand même des tâches logistiques que les entreprises sénégalaises peuvent faire. Donc de ce point de vue, l'initiative de la prise d'une loi sur le contenu local est à saluer. Mais j'ai donné juste un exemple. En le faisant, je ne sais pas s'il y avait des juristes dans le groupe, mais on a oublié de mentionner que cette loi sur le contenu local que nous avons faite au Sénégal est une loi nationale sénégalaise. Alors que la plupart des multinationales qui viennent signer au Sénégal sur le pétrole et le gaz sont des entreprises étrangères dont les pays d'origine ont ce qu'on appelle des traités bilatéraux d'investissement avec le Sénégal. Alors qu'en droit international, la loi nationale, donc le traité bilatéral d'investissement qui pourrait par exemple engager le Sénégal et la Grande-Bretagne est du point de vue de la hiérarchie des normes supérieure à la loi sur le contenu local. Donc vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir une multinationale qui vient vous signer votre loi sur le contenu national, mais le jour où il y a un contentieux, parce que cette multinationale ne respecte pas les droits des entreprises sénégalaises, elle va dire, rappelez-vous, mon pays, la Grande-Bretagne, c'est juste un exemple, a un traité bilatéral d'investissement avec le Sénégal qui ne prévoit pas ces dispositions sur le contenu local. Donc ce sont des toutes petites subtilités juridiques qu'un grand expert en pétrole qui négocie bien des dispositions sur le pétrole peut ne pas savoir. Donc le fait de s'armer de négociateurs professionnels auprès du gouvernement est une initiative qui serait fortement appréciée et qui permettrait à tous nos pays de relever la tête dans ces négociations commerciales ou autres. Mais justement, concernant le contenu local, on a parlé du pétrole. Est-ce que les entreprises sénégalaises sont assez outillées pour capter la chaîne de valeur? Pas dans tous les domaines. Moi, j'ai distingué cela en 3 parties. Bon, c'est la même chose aussi dans la loi sur le contenu local. Et je l'ai schématisé dans un discours que j'avais fait au chef de l'État, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je lui avais dit, Monsieur le Président, si nous sommes forts, il faut croiser les doigts.
Parce qu'on peut être dans un régime de libéralisation où nos entreprises ont de l'expertise. Quand nos entreprises ont de l'expertise, il ne faut pas leur mettre la concurrence. C'est ça le vrai patriotisme économique. Quand nous sommes moyennement forts ou moyennement faibles, Monsieur le Président, intervenez d'une seule main. Parce que la main avec laquelle vous allez intervenir va vous permettre de comprendre que nous ne pouvons pas tout faire, mais dans les domaines où nous pouvons avoir de la valeur ajoutée, c'est à vous, dans le cadre de protection économique, de la protection économique, de nous protéger. Mais par contre, il y a des domaines où on est totalement faible, où on ne peut absolument rien faire. Là, l'État doit aller chercher l'expertise internationale, mais en veillant que sur les tâches logistiques dans la chaîne de valeur, que des entreprises sénégalaises puissent le faire. L'expérience montre qu'il y a beaucoup de multinationales qui trichent, excusez-moi le terme sur la chose, en créant par exemple des sociétés écrans qui parviennent à capter le travail logistique de base qui devrait être fait par les entreprises sénégalaises. Donc ces multinationales, en fin de compte, elles ont le beurre, l'argent du beurre et le sourire du boutiquier, comme on dit. Alors qu'une plus grande vigilance de l'État aurait permis de nous positionner sur ces chaînes de valeur. Maintenant, ce sont des matières nouvelles. Il faut aussi appeler à ce que le secteur privé sénégalais essaie de faire un certain nombre d'investissements dans ce domaine, même si ce sont des matières nouvelles. Là, par exemple, on a un bel exemple sur la base logistique pétrolière qui doit être mis au port de Dakar. On sait qu'un appel d'offres avait été fait, qu'il y avait des multinationales qui étaient en consortium avec des entreprises sénégalaises. De bonnes décisions étatiques ont été prises pour que cette base logistique pétrolière soit contrôlée par les Sénégalais. C'est une décision à saluer et c'est une excellente décision de patriotisme économique. Oui, mais le secteur privé a toujours demandé que l'État du Sénégal l'appuie sur certains domaines. On voit par exemple le Maroc. Le roi du Maroc semble être, lui, pratiquement le premier patron du secteur privé de son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans notre pays, l'État doit accompagner davantage le secteur privé? L'État a l'obligation de le faire. L'État a vraiment l'obligation de le faire. Le secteur privé travaille pour l'État. Le secteur privé ne doit jamais être dans une situation de discourtoisie vis-à-vis de l'État. Et l'État, et notamment les fonctionnaires dans l'administration, ne doivent jamais regarder le secteur privé comme des gens qui s'enrichissent sans participer au paiement des impôts. La petite expérience que j'ai eue montre que souvent les deux se regardent en chien de faïence. C'est ce que j'avais appelé à l'époque le triangle de prospérité. Il faut un État qui soit conscient du fait que le secteur privé travaille pour lui. Vous êtes dans le secteur privé comme moi. Essayez de faire la nomenclature de vos charges. Pratiquement tout revient à l'État. Absolument. Vous payez un impôt sur les bénéfices, vous prenez la nomenclature du salaire de vos différents salariés, la plus grande partie va à l'État, la taxe sur la valeur ajoutée va à l'État. Donc c'est parce qu'il y a un secteur privé dynamique que l'État peut s'enrichir au-delà des recettes douanières, etc. Donc le secteur privé qui s'enrichit est une bonne nouvelle pour l'État, parce que l'État en est le premier bénéficiaire. Et un État subtil et intelligent doit travailler pour que son secteur privé soit fort. Regardez ce que nous avons vécu avec la crise Covid 2019. C'est là où on s'est rendu compte qu'on avait un secteur privé qui est faible, qui n'est pas renforcé. Toutes les grandes entreprises, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit au niveau de l'assurance et dans tous les autres domaines de la vie économique et sociale, nous nous sommes rendus compte que ceux qui font des dividendes importants sont des entreprises étrangères qui ont préféré, et ça je le dis sans gêne, aller cotiser au niveau de leur État quand on a été dans cette situation de crise économique, en oubliant de donner à l'État du Sénégal. Et certains ne se sont pas privés de railler le secteur privé sénégalais qui donnait, disait-on, des miettes. Mais le secteur privé sénégalais donnait des miettes parce qu'il n'avait que des miettes. Et ceux qui avaient pris des dividendes importants sur des contrats de concession qui ont été donnés par le gouvernement du Sénégal, ne les ont pas rétrocédés au gouvernement du Sénégal au moment où on en avait eu besoin. Prenons un seul exemple, le secteur bancaire. Il n'y a pas de banque sénégalaise sur les 5 majeures, par exemple. Et les petites enquêtes nous ont permis de comprendre que quand les banques viennent s'installer, ce sont des banques étrangères qui ont l'expertise que des Sénégalais ont, mais finalement que l'argent même qu'elles redistribuent au secteur privé local vient de l'épargne des Sénégalais. Ce ne sont pas des investisseurs qui viennent avec de l'épargne de leur propre pays pour les distribuer au Sénégal et prendre des dividendes, mais ce sont des investisseurs qui s'investissent au Sénégal, qui travaillent avec l'épargne des Sénégalais, qui le leur redistribuent à des taux prohibitifs et qui prennent des dividendes qu'ils vont rapatriés dans leur pays. Ça veut dire que dans l'histoire, notre État perd, le secteur privé perd, et le consommateur sénégalais, qui est le troisième élément du triangle de prospérité, perd parce qu'il a un pouvoir d'achat qui est rabougri, qui est très petit, parce qu'il ne parvient pas à faire lui-même des petits investissements sur la base de son épargne. Donc nous avons une économie
qui est complètement déglingué, excusez-moi le terme, parce que les trois éléments, consommateurs, citoyens, secteur privé, État, ne parviennent pas encore à savoir qu'ils doivent travailler dans une synergie, à avoir le patriotisme économique comme ligne de mire et à l'assumer. Tous les pays du monde, il n'y a pas de stratégie au fond. Il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est au cas par cas. Maintenant, il faudra qu'on soit beaucoup plus stratégique. Ça fait maintenant 60 ans qu'on a les indépendances. Nous avons vu comment le monde évolue. Moi, je fais partie de ceux qui ont défendu l'idée selon laquelle post-Covid est une opportunité économique et commerciale pour nos pays parce qu'on doit retravailler toutes les règles sur la base desquelles nous avons été classés comme des pays en développement ou des pays les moins avancés. Aujourd'hui, on doit élaborer des règles nouvelles. Nous devons participer à l'élaboration de ces règles nouvelles en mettant en avant nos intérêts. Ce qu'on n'a jamais fait. Dans toutes les négociations de commerce ou autres, l'Afrique n'a jamais été réellement, même dans l'agenda setting, c'est-à-dire même dans la mise en place de l'agenda des points sur lesquels il faut discuter, l'Afrique n'est pas présente. Vous pouvez avoir besoin de défendre vos intérêts. Si vous ne les inscrivez pas dans l'agenda, que ce soit inscrit à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas les défendre. Absolument. Maintenant, 60 ans après les indépendances, avec une situation pareille, nous devons quand même, avec une opportunité comme la zone de libre-échange continentale, qui donne pour la première fois à l'Afrique la possibilité de parler d'une seule voix, parce que ça n'existait pas. On a essayé avec nos petites organisations régionales, ça ne marchait pas. L'Union africaine qui est présente à Genève, à Washington et dans toutes les grandes capitales, défendait l'Afrique, mais sans avoir une personnalité juridique qui lui permette de faire des transactions au niveau économique. Aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale qui a un secrétariat, qui est comme l'Union européenne qui a un secrétariat, nous devons aller plus loin pour que la voix de l'Afrique compte. On peut snober le Sénégal parce qu'on a 15 millions d'habitants, on peut snober le Bénin, mais on ne peut pas snober le Nigeria qui fait ses preuves, on ne peut pas snober un continent de 1,2 milliard. Donc l'Afrique est assise sur une force exponentielle, elle commence à comprendre, moi je fais partie des optimistes qui pensent qu'on est en train de vivre des période de transition économique et commerciale. Et si le jeu politique le permet et que nos États africains parlent d'une seule voix, l'avenir, et là ce n'est pas seulement de la prédiction, c'est quasi une certitude, l'avenir appartient à l'Afrique. Bien dit. Merci infiniment Abdrahmane Diouf, qui est le directeur général de l'Agence africaine pour le commerce et le développement. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Direct pour parler des questions importantes d'économie de la Zaleka en Afrique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci et au revoir.